Dans la série Le Baron de Stromboli de José Moselli, je vous propose L'or du Mongolia. Entouré d'une dizaine de personnages aux mines graves et soupçonneuses, M. Maurever, ingénieur principal de la compagnie PLM, leur donnait des explications techniques. La scène se passait sur une des voies de garage proches de la gare de Lyon, devant un wagon de tôle, fraîchement peint. Il y avait là, en plus de l'ingénieur, M. Savard, chef de la sûreté parisienne, un attaché du ministère de l'Intérieur, plusieurs inspecteurs de police et quelques inévitables journalistes. Plus loin, un cordon d'hommes d'équipe veillait à ce que personne n'approchât. Ce wagon, tout reluisant, était tout simplement le véhicule sur lequel, à Marseille, près de 4000 kilos d'or avaient été chargés et qui était arrivé vide à Paris. « Oui, messieurs, concluait l'ingénieur, pour moi, il m'apparaît impossible que ce wagon ait été ouvert en cours de route. Il était placé à l'avant du train-poste de 8h10 du soir, à côté du fourgon à bagages et sous la surveillance directe du chef de train. Or, vous le savez, cet employé, qui compte 20 ans de service dans notre compagnie et a plusieurs actes de probité à son actif, ne peut être soupçonné. De plus, sa vigilance nous est bien connue. Or, il a affirmé n'avoir rien aperçu de suspect. Nous devons le croire. » Le chef de la sûreté hocha la tête d'un air incrédule. « Tout cela est bel et bien, monsieur l'ingénieur, mais c'est de la théorie. Il n'en est pas moins vrai que 4000 kilos d'or ne disparaissent pas sans laisser de traces. » Si invraisemblable que cela parût, M. Savard disait vrai. Le paquebot anglais Mongolia, arrivé l'avant-veille à Marseille, avait débarqué 4000 kilos d'or en barres provenant des mines de Kalgoorlie en Australie et destiné à la Banque de France. Cet or, enfermé en 80 caisses de bois cerclées de fer et cacheté à la cire, avait été soigneusement vérifié par les employés de la Banque de France, venus sur le quai le recevoir, puis, sous bonne escorte, transporté à la gare et enfermé dans un wagon plombé et solidement verrouillé. Toute la journée, un peloton de hussards, réquisitionné à cet effet, avait monté la garde autour du précieux dépôt. Et, à 7h30, quelques minutes avant le départ du train, le wagon avait été accroché au convoi. Depuis, aucun incident. Rien, seulement à l'arrivée à Paris, lorsqu'on avait ouvert le wagon, dont les scellés étaient intacts, on s'était aperçu qu'il était vide, complètement vide. Quel émoi parmi les employés de la Banque de France, venus pour prendre livraison des lingots. Malgré les scellés, ils crurent un instant que c'était par erreur qu'on leur montrait ce wagon. Mais non, la feuille d'expédition était explicite. Le wagon 153 777, mentionna-t-elle, et le wagon 153 777 était là, vide. Le chef de gare, affolé, téléphonait à la sûreté et faisait mander le chef de train, parti chez lui se reposer. Le digne employé n'avait rien vu, rien entendu, il n'y comprenait rien. Furieux, le chef de gare le renvoyait, et, sur ces entrefaites, arrivait M. Savard, chef de la sûreté, accompagné d'un délégué du ministre de l'Intérieur et de plusieurs inspecteurs. « Voyons ce wagon !» grommelait le policier. Et, avec une agilité que l'on n'aurait pas attendue de sa corpulence, il grimpait dans le wagon incriminé. C'était un wagon tout neuf, mis en service la semaine précédente. À peine un peu de poussière en recouvrait le plancher. Savard se baissa,
et flaira pour ainsi dire autour de lui. Aucune trace de violence. Le wagon était bien intact. À la suite de Savard, 2 inspecteurs y montèrent et, en silence, examinèrent les parois du véhicule. Sur le quai, l'ingénieur continuait à donner des explications aux journalistes. Ceux-ci, fort intéressés, prenaient des notes. Savard sauta sur le quai. « Incompréhensible, dit-il. »« Alors, aucun indice, monsieur Savard ?» questionna un journaliste en s'avançant vers le chef de la sûreté. « Rien. Je n'ai rien à vous dire, » répondit le policier sèchement. Un homme d'équipe arrivait. « Le chef de gare de La Roche est au téléphone. Il a une communication importante à faire. » Le premier soin de Savard avait été de faire télégraphier au chef de gare de toutes les stations auxquelles s'était arrêté le train. Il s'élança vers le bureau téléphonique et hurla. « Allô, c'est moi, Savard, chef de la sûreté. Le chef de gare de La Roche ? Oui ? Eh bien, parlez. » « Je ne sais rien de bien extraordinaire. Cependant, je dois vous dire que, ce matin, lors du séjour du train 121 à La Roche, j'ai parfaitement remarqué que les ressorts du wagon 153-777, qui m'avait été signalé comme contenant 4000 kilos d'or, n'étaient pas du tout tendus. Cela m'étonna. Ce wagon paraissait vide. Je m'approchai et vis que les scellés étaient intacts. Je supposai alors que les ressorts, presque neufs, n'avaient pas encore eu le temps de s'assouplir et n'y pensai plus. Mais c'est très intéressant, ce que vous me dites là. Et vous n'avez rien remarqué d'anormal ? Rien. C'est bien. Je vous remercie. Le policier raccrochait le récepteur. D'après ce qu'il venait d'apprendre, il résultait que le vol avait été commis entre Marseille et La Roche. C'était déjà cela d'acquis. À Palan, il rejoignit l'ingénieur de la compagnie à qui il communiqua ce qu'il venait d'apprendre. Cependant, les 2 inspecteurs étaient descendus du wagon, sans avoir rien trouvé, eux non plus. L'un d'eux, grand gaillard maigre et osseux, à la face rasée, s'approcha de Savard. « Mais avis, chef, que le coup a dû être fait du côté de Marseille. Et voici pourquoi. D'abord, la courbe de poussière qui est sur le plancher du wagon est absolument unie. Je sais bien qu'on y a marché, mais personne n'a pu mettre le pied le long des parois où étaient rangées les caissettes d'or. Et c'est là que j'ai porté mes investigations. Ensuite, l'observation du chef de gare de La Roche me fait conclure, dans le même sens, le train est parti hier soir de Marseille, et La Roche est la première station, et la seule, où il se soit arrêté après le lever du soleil. Dans la nuit, ni à Lyon, ni à Mâcon, ni à Dijon, personne n'a pu rien voir. Ce n'est pas tout. Pour moi, le wagon a été ouvert et les scellés remplacés. Comment ? Je ne sais encore. Mais, en tout cas, le travail inévitable, nécessité pour l'enlèvement des caissettes, a sûrement été fait au plus tôt. Les voleurs devaient avoir hâte d'en finir. Or, après Marseille, il y a un long tunnel, et ensuite le train passe à travers les solitudes désertes de la Camargue. Tout indique que le coup a été fait de ce côté. Si vous voulez bien m'autoriser, chef, je pars ce soir pour Marseille. » L'inspecteur Loutre se tut, et, de ses yeux gris au regard pointu, fixa son chef. Isidore Loutre était renommé et sa sagacité était proverbiale. Il ajouta : « Et m'est avis que le baron Stromboli est pour quelque chose dans cette affaire. » Le chef de la sûreté réfléchissait. « Savoir, dit-il enfin. En attendant, Loutre filait à Marseille et tâchait de réussir. Cette affaire
et bien désagréable. Je vais avoir toute la presse sur le dos. » Savard terminait cette phrase qu'un gros homme, vêtu d'une redingote noire ornée d'une rosette de la Légion d'honneur et coiffé d'un haut de forme impeccable, arriva à grande enjambée. Son visage gras et rose, encadré de favoris blancs, luisait de sueur. C'était M. Hugues d'Orbert, un des régents de la Banque de France. Il alla droit au chef de la sûreté. « Eh bien, dit-il sans préambule, rien de nouveau? Aucun indice? »« Rien, monsieur d'Orbert, » avoua Savard en se découvrant respectueusement, tandis que l'assistance l'imitait. « Fantastique! Extraordinaire! 12 millions! Ah! Le voleur est un habile homme. »« Oui, et ce ne sera pas facile de le pincer. »« Oh, 12 millions ne se cachent pas comme une aiguille. 4000 kilos d'or! En tout cas, la Banque de France promet d'ores et déjà une prime de 500 000 francs à celui qui, par ses indications, aidera à pincer le voleur. » Les journalistes, peu à peu, s'étaient approchés et ne perdaient rien de cet entretien. Savard se tourna vers l'outre, qui se tenait respectueusement à l'écart. « Vous entendez, l'outre? Monsieur d'Orbert promet 500 000 francs à celui qui fera arrêter le voleur. »« Monsieur d'Orbert, permettez-moi de vous présenter Isidore Loutre, un de mes plus fins limiers. » Loutre s'inclina. « Et vous n'avez aucune supposition, monsieur, sur le voleur ?» questionna le régent de la Banque de France. « Si, mais bien vague. Il faut voir. Je soupçonne fort le baron Stromboli d'être pour quelque chose là-dedans, mais ce n'est qu'un soupçon gratuit. » M. d'Orbert ne répondit rien. À petits pas, il se dirigea vers le wagon ayant contenu les lingots. « Je pars, chef, » dit l'outre. « J'ai juste le temps. »« Mais oui, et bonne chance, hein ?» L'outre serra la main que son chef lui tendait, et, ayant assuré d'un geste précis le chapeau melon surmontant sa face en lame de couteau, fila à grands pas vers la sortie de la gare. Il héla un taxi auto. « 566, boulevard de la Villette. Et vite !» dit-il au chauffeur. L'auto démarra et roula à toute vitesse vers l'adresse indiquée. Affalé sur les coussins de la voiture, l'outre réfléchissait. Ce n'était pas à la légère qu'il avait prononcé le nom du baron Stromboli. À son avis, seul le célèbre aventurier était capable de concevoir et de réussir un coup aussi extraordinaire. Et il devait, certes, avoir pris ses précautions. L'enjeu en valait la peine. Pour lui, l'outre, c'était, en cas la réussite, la gloire et la fortune. 500 000 francs! De quoi se retirer du métier et ne plus travailler qu'en amateur. Son rêve. Le policier se laissait ainsi aller à ses riantes pensées, lorsqu'un choc épouvantable le projeta violemment contre le cadre de la portière. Les carreaux volèrent en éclats en même temps que retentissait une clameur terrifiée. Froissé et confus, l'outre s'était redressé. Son chapeau melon avait heureusement amorti le choc de la tête contre les parois de la voiture. L'outre regarda autour de lui. Son auto-taxi avait été abordé par une splendide limousine à la carrosserie sévère et cossue à la fois, que conduisait son propriétaire, un élégant gentleman. Celui-ci avait arrêté sa voiture et sauté aussitôt à terre. Il aida l'outre à sortir de son taxi, dont la portière était faussée, et s'inquiéta si le policier n'était pas blessé. « Non merci, monsieur, je n'ai rien, heureusement. » Le chauffeur du taxi était indemne lui aussi. Mais il n'en était pas de même de sa voiture. L'une des roues avant du taxi-auto, arrachée de son moyeu et brisée en 3 endroits, gisait sur le pavé. Autour des 2 voitures, la foule s'amassait peu à peu. L'accident avait eu lieu au coin du boulevard Voltaire et de la place de la République.
l'auto de l'inconnu, avait abordé par le flanc le taxi où se trouvait le policier. L'outre était pressé. Il tirait de sa poche son porte-monnaie et se disposait à régler la somme due à son chauffeur afin de prendre une autre voiture lorsqu'un agent arriva. Il fallut que le malheureux loutre, qui trépignait d'impatience, déclinât ses noms et qualités afin de témoigner le cas échéant. L'inconnu en fit autant et très aimablement dit à l'outre : « Je suis vraiment désolé, monsieur, de cet accident stupide. Vous me semblez pressé. Or, comme ma voiture est heureusement indemne, voulez-vous me faire le plaisir d'y monter ? Je me ferai un devoir de vous conduire où vous désirerez. » Isidore Loutre n'aimait pas qu'on se mêlât de ses affaires. « Je vous remercie, monsieur, » répéta-t-il sèchement. Sans insister, l'inconnu remontait sur son siège et lentement démarrait. Loutre regarda sa voiture disparaître et monta dans le premier taxi qui se présenta. Il était furieux. Ce contretemps imbécile allait l'empêcher de dîner. C'est à peine s'il lui restait le temps d'aller chez lui afin d'y prendre les ustensiles qu'il jugeait nécessaires à sa mission et de filer à la gare de Lyon pour y prendre le rapide. La voiture s'arrêta devant sa porte. Loutre sauta sur le trottoir, paya le chauffeur et d'un pas rapide s'engouffra dans le couloir et saisit la rampe de l'escalier pour monter plus vite. Mais la voix de sa concierge l'arrêta. « Hé, monsieur Loutre, il y a une lettre qu'on vient d'apporter pour vous, à l'instant. C'est urgent, paraît-il. » Agacé, Loutre rebroussa chemin et saisit la lettre que sa concierge lui tendait. D'un doigt nerveux, il fit éclater l'enveloppe et lut ces mots imprimés à la machine à écrire. « Cher monsieur Loutre, ne perdez pas votre temps à courir après les voleurs d'or. Ils sont à l'abri de vos recherches et ils pourraient vous en tuer. Quant aux 500 000 francs que, tout à l'heure, vous promit votre chef, nous vous dédommagerons si vous êtes sage. » « Et qui vous a apporté cette lettre ?» demanda le policier à sa concierge, une fois passé son premier mouvement de stupéfaction. « Un monsieur très bien, voici un quart d'heure. Il est venu dans une belle automobile même, et il est parti aussitôt à toute vitesse, sans même entendre ce que je lui racontais. » Il ne fut pas difficile à Loutre, en quelques brèves interrogations, de se rendre compte que le porteur de la lettre et l'inconnu dont l'auto avait abordé son taxi n'étaient que le seul et même personnage. Cette constatation le rendit inquiet et le réjouit à la fois. Il courait au-devant d'un danger certain en continuant son enquête. Cela, il en était sûr. Mais les menaces de la mystérieuse lettre lui prouvaient qu'on le craignait. Donc, que la piste suivie par lui était bonne. L'agent qui avait constaté l'accident avait pris le numéro de l'auto. Avec cela, rien ne serait plus facile que de retrouver son propriétaire. On verrait. Pour le moment, il fallait partir. Loutre remercia sa concierge et bondit dans l'escalier. Il habitait seul un petit logement au 4e étage. En quelques secondes, il arriva et, en ayant ouvert la porte, pénétra dans son bureau. Un désordre sans nom y régnait. Les tiroirs des meubles, sortis de leur alvéole et jetés sur le plancher, avaient répandu leur contenu autour d'eux. Tout avait été fouillé et jeté de tous côtés. Loutre, une minute, resta stupide, béant. Enfin, il se laissa tomber sur une chaise proche de sa table-bureau et murmura : « Nom de nom de nom de... » La nuit venait, Loutre se ressaisit. D'une boîte d'allumettes tirée de sa poche, il alluma une lampe à pétrole posée sur la cheminée et, à sa lueur, aperçut alors sur son bureau un de ces calendriers réclames où sont représentés des paysages colorés. Loutre ne connaissait pas ce chromo. Machinalement, il le prit
et l'approcha de ses yeux. Il comprit. Sur le morceau de carton, un volcan tout noir, au milieu de la mer ténébreuse, lançait vers le ciel obscur un énorme jet de flammes. Au-dessous de cette affreuse chose, ces mots s'étalaient en lettres d'or. Vue du Stromboli, volcan des îles Lipari. Chameau de Stromboli, c'est lui, je m'en doutais, j'en étais sûr. Ah, la canaille, mais je l'aurais, moi. Rageusement, l'outre déchira l'innocent carton, le lança avec force sur le plancher et l'aplatit d'un coup de talon. Ce voyou m'a tout volé, mes dossiers, mes enquêtes, tout. Le policier, pâle de rage, ouvrit la porte de sa chambre. Sur sa table de toilette, les flacons et les boîtes de fard avec lesquels il se grimait gisaient, pêle-mêle, fracassés ou éventrés. Le blanc, le rouge, le noir fraternisaient ensemble, et plus loin, les perruques gisaient, lamentables filasses, dans un seau d'eau sale. Sur la table de nuit, il y avait une boîte. L'outre l'ouvrit. Elle contenait un couteau de 1000 francs en or. Sans doute, le cambrioleur mystérieux avait aussi voulu dédommager le policier. La pendule de plomb bronzé, posée sur la cheminée, sonna 7 heures. Dans 25 minutes, le rapide de Marseille allait partir. Cette idée entra comme une vrille dans la tête du policier. Comme un fou, il sortit de son logement, claqua violemment la porte derrière lui et bondit dans l'escalier. Sur le boulevard, animé par la rentrée au logis de milliers de travailleurs, pas un taxi. Pis, pas le moindre fiacre. Enfin, une voiture minable passa. L'outre courut à sa rencontre. « À la gare de Lyon !» hurla-t-il au cocher. « Vite, il y a 100 sous de pourboire. » Au trot de sa rosse éthique, le fiacre s'ébranla. L'outre, assis sur le bord du coussin, se trémoussait d'impatience. Enfin, la gare de Lyon fut en vue. La lumineuse horloge de son campanile luisait sur le ciel noir. Elle marquait 7h27. Trop tard, trop tard! Redevenu calme, l'outre paya le cocher et s'enquit du prochain train. Il partait 2 heures plus tard et arrivait à Marseille le lendemain matin à 9h30. Tandis que celui qu'il venait de rater arrivait à 9h. Le policier ricana. Tout cela pour me faire perdre une demi-heure. Ce n'était vraiment pas la peine. Et, tranquillement, il alla dîner au buffet de la gare. Ses émotions l'avaient creusé. Il mangea de grand appétit. Mais à peine fut-il au dessert qu'il sentit une étrange torpeur s'emparer de lui. Il voulut crier, appeler, mais sa langue, devenue molle, n'obéit pas. Ses yeux se fermèrent et il perdit connaissance. Il fut réveillé par le garçon de l'établissement, qui le secoua en disant « Hé, monsieur, voilà bientôt 2 heures que vous dormez. » L'outre, encore à demi endormi, poussa un grognement, se frotta les yeux, il aperçut l'horloge et se dressa d'un mouvement brusque, qui fit choir assiette, verre, bouteille et couvert, épars sur la table qui était devant lui. 9h40 ? Il était 9h40 ? Le train était parti. Au bruit de la vaisselle cassée, le gérant et les garçons du buffet accouraient. L'outre s'expliqua, mais dut payer. Son dîner lui revenait exactement, casse comprise, à 41 francs 75. Maintenant, il y avait encore un train à 11h, un express qui le mènerait à Marseille le lendemain soir. L'outre, en attendant, téléphona à la sûreté le récit de ses aventures et pria que l'on recherchât l'agent ayant dressé le procès-verbal de l'accident d'auto, afin de mettre la main sur le propriétaire du véhicule. Un complice du voleur, sans doute. En tout cas, tout ceci prouvait que le filou
quel qu'il fût, avait entendu la conversation de la gare de Lyon entre l'outre et son chef, et que la piste indiquée par le policier était la bonne. Content de lui, l'outre alla s'installer dans son train qui venait de se former et s'assit dans un compartiment de première, résolu à ne pas fermer l'œil. 2 hommes et une jeune femme vinrent se placer à ses côtés, et, enfin, retentit le coup de sifflet du chef de gare, et le train partit. Sans en avoir l'air, l'outre examina ses compagnons de voyage. Il ne vit rien de suspect. C'étaient de braves bourgeois. Ils descendirent à Dijon, après quoi le policier fut seul. Mais il n'en resta pas moins sur ses gardes et ne dormit pas de la nuit. Enfin, le lendemain, à 3 heures de l'après-midi, le train amenant l'outre stoppait sans incident en gare de Marseille. Le policier en descendit, il joignit aussitôt le chef de gare qui se promenait sur le quai et se fit connaître de lui. Le chef de gare l'attendait depuis le matin et lui apprit que l'enquête à Marseille n'avait encore rien révélé, aucun fait nouveau. L'outre n'en fut pas étonné. Il prit congé de son interlocuteur et, après avoir absorbé en hâte un modeste repas, commença son enquête. Un à un, il interrogea tous les employés de la gare sans rien apprendre d'intéressant. À minuit, fourbu, il gagna un hôtel. Il prit une chambre, se coucha et s'endormit. Le lendemain, dès l'aube, il fut sur pied et, mû par une idée fixe, retourna à la gare. Accompagné de 2 hommes d'équipe et monté sur une locomotive mise à sa disposition, il explora minutieusement la voie depuis Marseille jusqu'à Tarascon. Il n'y découvrit pas le moindre indice. Aucune trace dans le tunnel de la Nerte. Aucune trace sur le ballast. En aucun point de la voie. Force fut à l'outre de s'avouer qu'il s'était trompé. Navré et furieux, il revint à Marseille, où il arriva pour dîner. Un télégramme signé Savard l'y attendait. L'auto qui vous tamponna était munie d'un faux numéro. On la recherche, mais introuvable. Enquête inutile à Marseille, revenez immédiatement. C'était bien l'avis de l'outre. Le lendemain matin, le policier arrivait à Paris et se rendait rue des Saussaies. Il fut introduit auprès de Savard, qui lui dit « Avez-vous quelque chose ?»« Non. »« Eh bien, il faut y renoncer. Je viens de recevoir de Genève une caisse contenant les débris des 80 caissettes qui renfermaient l'or du Mongolia. Elles sont dans la cour. Ce n'était pas à Marseille qu'il fallait chercher. Ah, les 500 000 francs de la Banque de France ne sont pas encore gagnés. » L'outre ne répondit rien. Cependant, la presse continuait à s'occuper de ce que l'on appelait le mystère du wagon. Les enquêtes menées de front à Paris et à Marseille restaient vaines. L'arrivée à Paris des caissettes ayant contenu l'or de la banque, adressée facétieusement de Genève au chef de la sûreté, n'apprit rien de nouveau. Il fut impossible aux policiers de Genève de retrouver l'individu qui avait fait l'expédition du colis. Il semblait s'être volatilisé. Une seule chose restait certaine, la participation du baron Stromboli à l'affaire. Le chromo trouvé par Isidore Loutre sur la table le démontrait surabondamment. Mais où rechercher le fameux baron? On le signalait partout et nulle part. Quant à Isidore Loutre, malgré son ressentiment contre le baron, c'était sans grande conviction qu'il continuait ses recherches. Il ne se sentait pas de force. Le vol avait été commis dans la nuit du 28 au 29 mars. Le 10 avril, le journal L'Argus annonçait à grand renfort d'affiches, apposées sur les murs de Paris, la solution du mystère du wagon. Grâce à une somme énorme, l'Argus, qui dit tout, a réussi à se procurer le récit détaillé et complet de l'enlèvement des 4000 kilos d'or dans un wagon plombé entre Paris et Marseille.
Le vol audacieux stupéfia tout le monde par la façon dont il a été exécuté. Mais il a un côté comique, la naïveté de la police. Disons enfin que l'auteur de ce vol, dont nous publions le nom, n'a pas voulu profiter de la somme que nous lui offrions pour ce récit. Il nous a prié de la transmettre à la compagnie PLM pour être versée à l'orphelinat des agents de cette compagnie. Disons-le, c'est la bagatelle de 100 000 francs dont ces déshérités vont devenir propriétaires. Quoi que l'on puisse penser du voleur, son geste mérite d'être loué. À demain, la solution du mystère du wagon. Cette affiche produisit une émotion énorme. Et aussitôt son apparition, journalistes et policiers se ruèrent à l'hôtel de l'Argus afin d'essayer de percer le mystère. Mais le directeur resta muet, souriant. Il reçut tout le monde et se borna à dire « Lisez l'Argus demain matin, messieurs, 5 centimes le numéro. » Aussi, le lendemain, l'Argus fit prime. À 8 heures du matin, il était impossible d'en trouver un numéro. Le chef de la sûreté et l'inspecteur Loutre et le régent de la Banque de France ne furent pas, sans doute, les derniers à l'acheter. La première page de l'Argus était entièrement consacrée au mystère du wagon. Et au milieu s'étalait, souriant et ironique, le portrait, était-il bien authentique, du baron Stromboli. Mais voici le contenu de cette étrange confession. L'enlèvement des 4000 kilos d'or contenus dans le wagon, numéro 153 777, constitue, à mon avis, une des plus brillantes opérations de ma carrière. Je dois le dire sans fausse modestie. Cependant, bien que ne recommençant jamais la même affaire, j'aurais cru inutile d'en faire connaître les détails au public s'il ne m'était revenu que certains individus peu scrupuleux, notamment messieurs Artem Rupin et Ravelès, ne craignaient pas de s'attribuer le mérite de ce transfert. L'opération fut simple, et avant de la relater, je demande pardon aux lecteurs de les entretenir de mes petites affaires, mais je m'y vois obligé dans l'intérêt de mon récit. Vers la fin du mois de mars, me trouvant démuni d'argent et ayant de gros mémoires d'entrepreneur à solder, pour l'entretien de plusieurs de mes palais ancestraux, je songeais à réaliser une bonne affaire. Dieu merci, ça m'est une joie de le déclarer. Elle ne manque pas dans le noble pays de France. Mais il me fallait quelque chose d'immédiat et de fort lucratif à la fois. Là, gisait la difficulté. Je lus donc les journaux avec patience et attention. Rien n'est plus instructif que de lire les journaux, et je n'eus pas de peine à découvrir la possibilité de plusieurs opérations assez bonnes. Aucune d'elles, d'ailleurs, ne présentait un grand avantage sur les autres. C'est pourquoi j'hésitais avant de me décider et continuai mes recherches. Soudain, une dépêche banale m'illumina. En dernière heure, le temps annonçait l'arrivée à Port Saïd du paquebot anglais Mongolia, venant d'Australie et amenant à Marseille 12 millions de lingots d'or pour la Banque de France. Je reconnus que là était l'affaire cherchée. De Port Saïd à Marseille, il y a un peu plus de 4 jours de mer. C'était plus qu'il ne m'en fallait pour me préparer. Je pris aussitôt le train pour Marseille, où j'arrivai le lendemain. Loin de moi la pensée d'infliger à ceux qui me feront l'honneur de me lire le récit des préparatifs de mon opération. Ils furent d'ailleurs simples et courts, et consistèrent essentiellement à savoir quel serait le mécanicien, le chauffeur et le chef de train du convoi devant amener le précieux wagon à Paris. Sitôt ce renseignement en ma possession, je m'arrangeai, et cela me fut très facile, pour que des hommes à moi
fussent chargés de la conduite de ce convoi. J'y réussis, sauf pour le chef de train. Je fis ensuite fabriquer dans mes ateliers des cachets semblables à ceux dont se sert la Banque de France et n'eus plus qu'à attendre l'arrivée du Mongolia. Je profitai de mes loisirs pour effectuer quelques menues opérations, de quoi payer mes frais généraux et emporter un bon souvenir de la belle cité phocéenne. Mais ce n'est pas la peine d'en parler. Le Mongolia arriva, débarqua son précieux chargement, et celui-ci fut enfermé dans le wagon 153-777. Ce fut fait très soigneusement, je dois le dire. Les scellés furent apposés et le wagon strictement surveillé. Aucune négligence. Je puis en témoigner, car j'assistais à toutes ces opérations. Le train partit à l'heure exacte. J'étais dedans, avec quelques-uns de mes hommes, cachés dans de grandes malles contenues dans le fourgon à bagages, voisin lui-même du wagon en question. Ce fut entre Valence et Lyon qu'eut lieu notre opération, vers minuit. Le chef de train n'y vit que du feu, si je puis ainsi m'exprimer, car l'un de nous avait eu soin de mêler un puissant narcotique au vin qu'il avait emporté pour se rafraîchir. Il dormait et n'eut garde de s'en vanter. Son sommeil dûment constaté, je fus délivré, ainsi que mes hommes, et nous gagnâmes le précieux wagon, au risque de rouler sous les roues du convoi lancé à 80 à l'heure. Mais il faut bien risquer quelque chose, n'est-ce pas? Grâce à la petite scie électrique dont je m'étais pourvu, les scellés furent délicatement coupés en quelques instants. Alors, nous entrâmes dans le wagon et le train ayant ralenti entre deux stations, nous fîmes passer les caisses une à une au chauffeur. Celui-ci, aidé de deux de nos amis, les arrima soigneusement dans le tender sous le charbon. Simple, n'est-ce pas? Mais il fallait y penser. Après quoi, je remis les scellés. Travail bien fait, je m'en flatte, bien qu'exécuté dans la nuit, debout sur le marchepied d'un train rapide. Notre besogne terminée, moi et mes hommes attendîmes le passage d'une courbe près de Vienne et sautâmes à terre. Nous prîmes un billet pour Lyon à la gare de Vienne et rejoignîmes nos camarades dans le dépôt des locomotives de Lyon, après nous être soigneusement revêtus de costumes de chauffeur et de mécanicien chez un ami. Par les soins de mon agence de Lyon, un wagon rempli de caisses vides, soi-disant pleines d'accumulateurs en plomb, attendait sur une voie de garage, à quelques mètres du dépôt des locomotives. Les précieuses caisses y furent transportées sans encombre. Et au jour, le wagon était attelé à un train allant à Genève, où il arriva quelques heures plus tard. Moi, j'avais regagné Paris aussitôt dans mon automobile. J'y réglai quelques affaires de famille et me rendis ensuite à la gare de Lyon, où j'eus la douce joie d'assister à l'entrevue du chef de la sûreté, de l'ingénieur en chef de la compagnie PLM et du régent de la Banque de France. J'appris ainsi que M. Torbert promettait 500 000 francs à qui ferait pincer le voleur. 500 000 francs pour 12 millions. Du petit 4%. Ils ne sont pas généreux à la Banque de France. Cette avarice me répugna. J'entendis aussi le policier Isidore Loutre hasarder des suppositions saugrenues sur le vol. Comme je n'avais rien à faire de ma soirée, je résolus d'employer mon temps avec cet honnête inspecteur. Il voulait à toute force partir pour Marseille. J'ai démoli l'auto-taxi dans lequel il regagnait son logis, pendant qu'un de mes hommes, prévenu par téléphone, lui dévastait son logement et s'emparait ainsi de précieux documents, contre lesquels il laissa au brave policier 1000 francs, un calendrier représentant le Stromboli et
un avis menaçant Isidore Loutre des pires châtiments s'il persistait à chercher l'auteur du vol du wagon. Pauvre homme, il n'en persista que davantage, et cela, j'en étais sûr. C'était un bon moyen de détourner les soupçons. Après que je l'eus drogué au buffet de la gare de Lyon et fait manquer les 2 seuls rapides de la soirée, le malheureux, absolument convaincu qu'il tenait la bonne piste, partit pour Marseille à 11h du soir. Je le vis monter dans le train et regagner mon auto, qui m'amena à Genève le jour suivant. J'y surveillai le déchargement des pseudo-caisses d'accumulateurs. Elles furent transportées dans ma villa, et de là, renvoyées vides à monsieur le chef de la sûreté. Je n'ajouterai rien à ce petit récit. Une seule chose, pourtant. J'ai dit que les caisses avaient été transportées à Genève. Je ne suis pas absolument certain que ce soit dans cette ville. On me comprendra, le secret professionnel. J'ai fini. Les 12 millions sont en sûreté. Le mécanicien et le chauffeur du train auquel fut attelé le wagon 153-777 sont partis en villégiature depuis hier matin, 12 heures avant que ne fût envoyé ce récit à l'Arcus. Ce serait du temps perdu que de les chercher. L'on peut en croire un homme qui s'y connaît. Je termine. Par mes soins, 10 000 francs ont été déposés au comptoir national de banque. Ils seront répartis entre le chauffeur du taxi que mon auto heurta, le policier Loutre à qui j'occasionnai de multiples émotions et une nuit sans sommeil, et le malheureux chef de train qui, par mes soins, dormit plus de 3/4 d'heure. J'ai bien fini. Je compte maintenant me reposer quelques jours sur la Côte d'Azur, car je crains fort avoir pris un rhume sur le marchepied du wagon 153-777. Il faut se soigner. Baron Césarée Stromboli. Post-scriptum. Le portrait que publie l'Argus, bien que lui ayant été communiqué par moi-même, ne reproduit qu'imparfaitement mes traits. La police aurait tort de vouloir s'en servir pour me chercher. Aussitôt l'apparition de cet article, le télégraphe marcha. Des enquêtes furent ordonnées à Lyon, à Marseille, à Valence, à Vienne, à Genève. Le baron Stromboli avait dit vrai. Elles furent vaines. Nulle trace du wagon soi-disant expédié de Lyon avec des accumulateurs. Le baron avait dû certainement changer les noms des villes. Sur tout le PLM, des recherches furent faites. Elles n'aboutirent pas. Seul un fait demeura acquis. Le mécanicien et le chauffeur du train remorquant le wagon 153-777 avaient disparu. On ne les revit jamais. C'étaient 2 jeunes gens, excellemment notés et promis au plus haut avenir. Quant au chef de train, il a toujours nié avoir dormi, fût-ce quelques secondes pendant ce voyage. Et comme nul ne pouvait le contredire, il fallut bien le croire.